Bonjour à tous, je suis Alexandre du podcast Le Fraudeur, le hacker et vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, la directive NIS 2. Nouvelle directive avec les lois d'application locales qui vont renforcer certaines obligations pour certaines entreprises au niveau de leur cybersécurité. Je vous explique tout de suite. La directive sécurité des réseaux et de l'information, dite directive NIS, de son nom anglais Network and Information System Security, donc la première du nom, a déjà été adoptée en 2016. Elle poursuivait à l'époque un objectif majeur, assurer un niveau de sécurité élevé et commun pour tous les réseaux et les systèmes d'information dans l'Union européenne. Mais devant le nombre grandissant de cyberattaques, de leur sophistication, mais aussi d'une harmonisation de NIS 1 assez disparate entre les différents États membres, eh bien, l'Europe a décidé de mettre à jour cette directive NIS, et c'est ainsi que NIS 2 a été adopté le 27 décembre 2022, avec une date d'entrée en vigueur pour le 18 octobre 2024, c'est demain. Alors, à l'heure actuelle, elle a déjà été transposée en droit belge, avec la loi du 26 avril 2024, et donc lorsque je parlerai des articles de NIS 2, je mentionnerai la loi d'application belge et non la directive elle-même. Autre pays, la France par exemple, un projet de loi a été proposé et sauf erreur de ma part, il n'est pas encore voté à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Aussi pour les Pays-Bas, eh bien, la transposition devrait passer par un amendement de la loi actuelle. Cependant, le ministre de la Justice et de la Sécurité a annoncé que la deadline de transposition ne sera pas respectée. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres pays européens, eh bien, je vous renverrai vers le site de la société Wavestone qui a mis en ligne un article sur le sujet, donc sur son site internet, qui fait l'état des lieux de la transposition par pays européen. Je mettrai le lien de ce site internet dans la description de l'épisode. La philosophie de NIS 2. La directive NIS 2 a pour but d'augmenter et de mieux harmoniser le niveau de cyberprotection dans l'Union européenne. On en a déjà un peu parlé. Et cela en renforçant les obligations des États membres en matière d'organisation cyber, en améliorant la collaboration cyber entre ces États membres, mais aussi en forçant certaines organisations privées et publiques à prendre des mesures afin de garantir leur cyber-résilience. Et d'ailleurs, c'est sur ce dernier point que nous allons parler dans cet épisode. Il est important de noter que toutes les entreprises ne sont pas soumises à NIS 2 et à la loi d'application locale. Mais si nous avons décidé d'en parler ici, c'est parce que, à notre avis, ce texte devrait servir de référence pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, dans le cadre de la mise en place de sa stratégie de cyberprotection, voire dans la révision de cette stratégie. Et ça n'est pas parce que votre entreprise, ou celle pour laquelle vous travaillez, n'entre pas dans le champ d'application NIS 2, que vos risques sont moindres. Au contraire, tous les chiffres montrent que le nombre d'attaques sur les PME augmente pour dépasser aujourd'hui celui des grosses entreprises. Et la raison est simple. Il est plus facile d'attaquer une petite ou moyenne entreprise qu'une grosse beaucoup mieux préparée. Et en plus, avec NIS 2, eh bien, la sécurité de ces grosses entreprises va être encore renforcée, rendant la vie des cybercriminels plus compliquée. Et donc, ils vont simplement se tourner encore plus qu'aujourd'hui vers les proies plus faciles, les PME. C'est tout. Et j'irai même encore plus loin. Maintenant que la liste des organisations et entreprises soumises à NIS 2 augmente, eh bien, de nouveaux secteurs vont devoir investir dans de nouvelles sécurités, creusant ainsi le fossé avec celles qui ne sont pas soumises à cette réglementation et donc qui sont plus vulnérables. Quelles sont les organisations soumises à NIS 2 ? Pour être soumis à la directive NIS 2, il est nécessaire de remplir deux conditions cumulatives sur la taille et le secteur d'activité de l'organisation. Alors, c'est un peu compliqué, donc je vais d'abord commencer par résumer le concept. La taille va déterminer les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises. Ça, c'est pour la taille. Et puis le secteur va déterminer les secteurs hautement critiques et les secteurs critiques. Et c'est la combinaison de ces deux critères qui va finalement donner deux familles d'organisations reprises dans NIS 2, les organisations essentielles, à savoir les plus critiques, et qui font donc l'objet de plus d'obligations, et à côté les organisations importantes, qui sont jugées un peu moins critiques, et donc bénéficient de certaines obligations allégées. Je viens de le mentionner, la taille détermine les entreprises moyennes ou grandes.
Une entreprise moyenne, selon NIS2, c'est employer au moins 50 personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel entre 10 et 50 millions, ou un bilan total annuel entre 10 et 43 millions d'euros. Pour les grandes entreprises, eh bien, elles devront employer au moins 250 personnes et elles devront avoir un chiffre d'affaires annuel d'au moins 50 millions ou un bilan total annuel d'au moins 43 millions d'euros. Ça, c'est pour la taille. Et puis ensuite, on l'a dit, il y a le secteur d'activité. Ces moyennes ou ces grandes entreprises, eh bien, elles doivent en plus, pour être soumises à NIS2, travailler dans un secteur hautement critique ou critique. Je ne vais pas faire toute la liste, mais je vais vous donner quelques exemples. Les secteurs hautement critiques, eh bien, c'est l'énergie, les transports, comme le secteur aérien par exemple, donc les aéroports, le secteur bancaire et tout ce qui est infrastructure de marché financier, c'est logique, la santé, et ça c'est assez nouveau, les hôpitaux doivent se mettre en conformité avec NIS2, et puis tout ce qui est eau potable et eau usée, les infrastructures numériques, et j'en passe. Ça c'est pour les secteurs hautement critiques. Et les secteurs critiques, ce sont les services postaux et les services d'expédition, la gestion des déchets, la fabrication, production et distribution de produits chimiques, la production, transformation et distribution des denrées alimentaires, etc., etc. Il y en a d'autres. Et donc, comme je le disais, ce mix des deux critères, taille et secteur d'activité, il faut avoir les deux, va catégoriser deux types d'organisations, les essentielles, les entités essentielles et les entités importantes qui vont avoir certaines obligations communes et certaines différentes, parfois plus légères pour les entités importantes, comme par exemple les contrôles des autorités ou les amendes. Parce que oui, ça c'est aussi compris dans NIS2, comme dans le GDPR ou RGDP, dans le DSA, dans le DMA, l'Europe prévoit des amendes pour les contrevenants et elles peuvent être relativement salées. Maintenant, si vous voulez être certain, si vous avez un doute de savoir si votre entreprise est soumise à NIS2, eh bien, pour ceux qui sont en Belgique, le Centre pour la cybersécurité Belgique, le CCB, propose sur son site un outil permettant de déterminer si une organisation est soumise à NIS2. On va mettre le lien vers cet outil dans la description de cet épisode. Quelles sont les obligations pour les organisations soumises à NIS2? Alors, ce sont des obligations pour les entreprises considérées comme essentielles et importantes, on vient de les catégoriser. Toutefois, cette liste, et j'en ai déjà un peu parlé, me semble importante pour les organisations ou les entreprises plus modestes, et donc de facto pas soumises à NIS2. Maintenant, je vais présenter aussi uniquement les obligations qui me semblent les plus importantes, donc la liste n'est pas exhaustive. Elle relève seulement d'une sélection arbitraire de ma part. Donc si vous êtes soumis à NIS2, vous devez bien évidemment vous référer à l'entièreté de votre loi d'application locale pour avoir l'ensemble des règles et des obligations. Les protections à mettre en place sont en partie reprises à l'article 30 de la loi d'application belge, dont le paragraphe 1er énonce que les entités essentielles et importantes prennent les mesures techniques, ça c'est 1, opérationnelles, 2, organisationnelles, 3, appropriées et proportionnées, commence à faire beaucoup, pour gérer les risques et aussi pour éliminer ou réduire les conséquences d'un cyberincident. Il y a beaucoup là-dedans. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les mesures techniques, en gros, ce sont les protections IT. Simplement, et par exemple simplement, je ne vais pas faire toute la liste, mais un firewall, un antivirus à jour, des systèmes de détection d'intrusion si c'est nécessaire, voire l'implémentation, et ça c'est cité dans le texte, l'implémentation d'un système d'authentification à 2 facteurs pour tous les collaborateurs qui se connectent au réseau de l'entreprise. Très, très important. À côté de ça, les mesures opérationnelles ont pour but de garantir la continuité de l'activité et un retour à la normale après un cyberincident, avec par exemple des politiques de cybersécurité, comme la politique de mise à jour des programmes. Cela afin d'éviter qu'un cybercriminel puisse utiliser une vulnérabilité connue et corrigeable d'un programme qui est utilisé dans l'entreprise. Évidemment, ça concerne tous les systèmes d'exploitation, des serveurs, mais aussi des ordinateurs qui sont utilisés dans l'entreprise. Et puis pour finir, on parle aussi de mesures organisationnelles qui nécessitent en fait la mise en place d'une ou de plusieurs équipes responsables de la sécurité informatique de l'organisation, d'une chaîne de commandement décrite pour tous les éléments liés à la cybersécurité de l'organisation, etc. Ensuite, le paragraphe 3 va énoncer que ces mesures sont fondées sur une approche tout risque, qui vise à protéger les réseaux et les systèmes d'information ainsi que, important, leur environnement physique contre les incidents. Ça veut dire protéger l'accès physique aux serveurs de l'entreprise. Bah oui, on le sait. Les cybercriminels adorent
se déguiser en équipe de maintenance pour accéder physiquement aux serveurs de l'organisation. Et puis ça comprend aussi les protections contre les éléments naturels, contre l'incendie, etc., etc. Ça fait beaucoup. D'autant plus que c'est pas fini. NIS 2 parle aussi de la gestion des risques ou la gestion des incidents comprenant la gestion de crise et la reprise d'activité. C'est un élément super important dans les cyberdéfenses. Trop d'entreprises ont mis en place, et c'est bien, des protections, mais non pas de plan de réaction si un cyberincident se déclare. Ce qui leur fait perdre un temps précieux, réduit aussi leur capacité de réaction, et finalement, ça fait le jeu des cybercriminels qui sont en train de les attaquer. On a publié un épisode sur le sujet dans ce podcast, je mettrai donc le lien dans les notes de l'épisode avec les autres. Et puis je terminerai ma description avec l'article 31 de la loi d'application belge, car celui-ci m'intéresse beaucoup, et je cite cette fois-ci, « Les organes de direction des entités essentielles et importantes approuvent les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et supervisent la mise en œuvre. » En plus, ils sont responsables de la violation du dit article. En gros, attention, ça veut dire que la direction est responsable de tout ce qui se passe au niveau cyber dans son organisation. C'est pas l'IT qui est responsable, c'est pas le CISO si vous en avez un, c'est toute la direction dans son ensemble. C'est super important de noter ça parce que on ne parle pas ici simplement de dire « Ah, il me faut des protections, combien ça coûte ?» ou « Ok, vas-y, mets ça en place. » On parle bien d'une cyberstratégie adaptée aux risques de l'entreprise et mesurée, qui est créée par la direction et ensuite, simplement, mise en œuvre par les équipes dédiées. Alors oui, pour ce faire, les membres des organes de direction, de toutes ces entités essentielles et importantes, mais en fait tous, doivent suivre une formation pour que leurs connaissances et compétences soient suffisantes pour déterminer les risques et évaluer la pratique de gestion des risques en matière de cybersécurité dans leur entreprise. Ça va avoir un impact important. Il ne faut pas sous-estimer ce truc-là, parce que aujourd'hui, il y a très peu d'entités dans lesquelles la direction, et on parle bien de tous les membres de la direction, je l'ai dit, pas seulement l'IT ou le responsable IT ou le responsable cybersécurité. Tous les membres de direction connaissent les notions de base de la cybersécurité. Et donc, il faudra se former pour pouvoir prendre des décisions de manière éclairée concernant la stratégie. Ils ont tous une obligation légale, une responsabilité légale, le CEO, le CFO, enfin toute la direction. Quelles sont les premières étapes pour les organisations NIS 2 ? En fait, que votre organisation entre dans le champ d'application NIS 2 ou pas, en fait. Les risques de cyberattaque sont identiques, donc en gros, les choses à faire sont un peu les mêmes. Je recommande de commencer par la formation. On vient d'en parler pendant quelques minutes, la formation aux bases de la cybersécurité pour tous les membres de direction de l'organisation. Et ça, c'est vraiment important parce que, désolé, j'insiste, mais la cybersécurité, c'est certainement pas le domaine dans lequel ils sont le plus à l'aise. Ça doit changer. La directive NIS 2 n'a pas ajouté cette formation pour les membres de direction sans raison. Ils doivent pouvoir comprendre les offres ou les propositions de leur service IT, voire d'un prestataire externe, savoir challenger ces solutions, voire même revoir les décisions et les politiques mises en place afin de créer leur propre cyberstratégie et de la maintenir. Tout ça, en plus c'est cool parce que quand on comprend, on peut avoir un budget raisonnable par rapport aux risques réels qu'encourt l'organisation. Ils sont à ce moment-là en contrôle. Et puis après cette formation, la direction saura. Deuxième étape, revoir les procédures en place, estimer s'il manque d'autres protections, et puis demander leur implémentation. Ensuite, il faut aussi former les collaborateurs de l'organisation aux bases de la cybersécurité. Ça va être un petit peu compliqué, parce que ce type de formation est quasiment inexistant sur le marché aujourd'hui. Heureusement, les États le savent et investissent dans ces formations, dans des listes de recommandations et dans du support en particulier pour certains secteurs, comme prenons l'exemple du secteur hospitalier qui se retrouve soumis à NIS 2. En Belgique, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont déjà en place, comme, et c'est peut-être le plus important à citer, le site Safe on Web at Work, site du gouvernement sur la cybersécurité pour les entreprises, et il propose là des vidéos de formation et beaucoup d'autres matériels. À côté de ça, il y a d'autres entreprises qui développent aussi des formations, ça commence à arriver. Il y en a une que je connais, qui est celle de la banque ING en Belgique, spécialement conçue pour la direction des entreprises et aussi une autre formation pour les collaborateurs sur les bases de la sécurité en ligne. Je mettrai de toute façon les liens vers toutes ces formations dans les notes de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Conclusion. En conclusion, je dirais que la directive NIS 2 ne devrait pas vraiment révolutionner les grandes entreprises et leur protection. Certainement, celles qui sont déjà soumises à NIS 1.
En revanche, de nouveaux secteurs, de nouvelles organisations de taille plus modeste vont devoir s'adapter et investir dans leur sécurité. Et je le répète, toutes les autres organisations, toutes les autres entreprises, certainement les associations, les PME, les autres organisations de taille plus modeste devraient s'inspirer de cette loi, à mon sens, pour revoir et mettre à jour leur cybersécurité. Et oui, se conformer à NIS 2 va avoir un coût financier et humain non négligeable. Toutefois, une cyberattaque risque de coûter beaucoup plus cher. Et puis, la mise en place des cyberprotections aujourd'hui est devenue un élément concurrentiel. Ça se résume à une simple question. Est-ce que vous ne préférez pas travailler avec une entreprise qui prend sa cybersécurité au sérieux et donc sécurise votre approvisionnement, vos débouchés et donc tout votre business? Votre banque sécurise vos comptes bancaires. L'hôpital dans lequel vous pourriez vous retrouver un jour va sécuriser vos données sensibles et médicales. C'est important. Eh bien, il en va de même aujourd'hui pour tous les business. Cette réglementation rentre en vigueur dans tous les États membres le 18 octobre 2024, même si on sait déjà que les premiers mois feront l'objet de plus de tolérance, surtout si l'entité peut montrer qu'elle a un plan d'action et qu'elle est en train de le mettre en place. Voilà, j'espère que cet épisode vous a appris un petit peu ce qu'est NIS 2 et comment l'Europe veut faire face aux cyberattaques plus nombreuses et plus sophistiquées. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le fraudeur, le hacker et vous. Prenez soin de vous.